Bonjour, commençons de suite par un petit flashback qui annonçait l'arrivée de la voiture sur sa table d'opération. Oui, je te libère. Ah, de l'air frais. Ça doit être quand même quelque chose là-dedans. Bon, vous n'êtes pas mort. Pas encore. Ça n'a pas tant frotté que ça. Non, mais ça frotte sur les ailes, je pense. Il y a des appuis. Mais je pense vraiment qu'on sur le côté. n'a pas vraiment serré les roues aussi. Hein. J'ai oublié complètement, j'entendais mais... le sale bruit des roues pas serrées. Là. D'accord. Bon. Mais bon. Je pensais que ça pouvait pas être ça. C'est que du mastic, ça va. La voiture immatriculée 74, la tôle s'arrête à un certain niveau et en dessous c'est du mastic. Donc voilà donc pour ce qui est déjà l'épisode 3 de la résurrection de l'Audi 200 Quattro Turbo qui nous a occupé une première fois pour un rapatriement aventureux, suivi d'un second qui nous a permis de lui redonner de la voix. L'objectif de ce nouvel opus, c'est qu'elle puisse se déplacer par ses propres moyens. Et pour le moment, on est assez loin du compte. La suite des aventures, c'est maintenant. Et maintenant, c'est quand même un moment important puisque toutes les pièces que j'ai ramenées l'autre fois, je les ai mises dans l'Audi. Et on va essayer de les monter maintenant. Et la principale difficulté et le chantier majeur maintenant, c'est le freinage et l'embrayage, enfin tout le circuit hydraulique. Et j'espère que ça va bien se passer. Parce que là-dessus, il y a pas mal de références qui sont pas forcément faciles à distinguer. J'espère que j'ai pris les bonnes. Et puis après qu'il n'y aura pas d'autres surprises. Notre séance de mécanique va débuter par un peu de paysagisme. L'Audi est garé un peu trop près de la haie et ça risque d'être pénible de travailler dedans. Donc une coupe d'été s'impose. Élément primordial du système de freinage, le maître cylindre qui manquait carrément à l'appel. Un maître cylindre de frein. Bon, je crois que la ref que j'ai choisie n'est pas la bonne, donc heureusement avec moi j'ai ramené des canalisations de frein que j'avais prédestinées à une E46 mais que j'utiliserai pas. Et on va essayer de les installer là où je n'ai pas besoin des emplacements. En fait j'ai deux sorties sur ce maître cylindre à utiliser. Or il y en a 4 de dispo et celle du bas j'en ai pas besoin. Donc je vais essayer de faire ça le plus étanche possible. Le but c'est pas d'aller faire un tour sur la route, mais de pouvoir au moins bouger la voiture de son emplacement. Pouvoir tester l'embrayage, ce genre de choses. Malheureusement, je me suis aussi planté dans le choix du bocal de liquide de frein. Par chance, Guy, le vendeur de notre 200, en avait un en réserve dont il m'a fait don. Un petit nettoyage s'imposait avant de le remplir de liquide neuf, par exemple enlever les papillons dont c'était la dernière demeure. La durite alimentant l'émetteur d'embrayage a une consistance plutôt étrange. Je suis obligé d'en couper au moins le bout pour pouvoir l'emmancher. Je la remplacerai un peu plus tard, au moment de remplacer le dit émetteur d'embrayage, probablement. Je me fais pas trop d'illusions à son sujet. Après ça, je peux m'attaquer aux 4 coins de la voiture après l'avoir levé et avoir retiré les roues, bien sûr. Je vais déjà tâter le terrain avec l'étrier avant droit.
chaque fois qu'on s'attaque à une voiture ancienne, on a cette petite appréhension au moment de tenter le déblocage des vis de purge et des canalisations de frein, le cas échéant. Heureusement, avec un peu de délicatesse et les outils appropriés, ça se passe bien, de ce côté en tout cas. A noter qu'une des plaquettes avait la moitié de son ressort sorti de l'étrier. Le mec qui les a changés avant moi ne devait pas être très exigeant. Quoique c'est peut-être la même personne qui a peint les étriers en rouge et d'autres en jaune. Peut-être pour compenser son manque de rigueur sur d'autres aspects, accessoires à son goût. L'étrier n'est pas dans un état trop mauvais, on va donc pouvoir le remonter après avoir changé son flexible, avoir repoussé le piston au fond et monter disque et plaquettes neufs. J'ai quand même un peu de mal avec ce principe de montage de disque sans vis de fixation. C'est franchement pénible, je trouve. Il est temps de passer à la partie que je redoute, à savoir les freins arrière. Vu comme les roues ont eu tendance à bloquer après la sortie de Grange, malgré quelques dizaines de mètres parcourus sur du bitume bien adhérent, je m'attends au pire. Une fois encore, les précédentes interventions laissent rêveur. Le type n'a même pas pris la peine de repasser la canalisation dans sa fixation et l'ensemble pendait donc sous la caisse. Il y en a qui ne doutent de rien. Comme prévu, le piston oppose une certaine résistance. Bon, rassurez-vous, j'ai un kit de réfection incluant un piston neuf. Cela dit, j'aimerais bien savoir comment faire pour le dégager sans pince vu qu'il ne sort que par rotation. Et qu'au centre, l'empreinte est parfaitement ronde. Pour pouvoir installer son équivalent en neuf, il faut récupérer la partie filetée qui sera ensuite vissée dans l'étrier. J'ai développé une technique un peu bourrine pour ça, mais elle fonctionne. Après avoir remplacé les soufflets des coulisseaux, le joint torique dans le cylindre de l'étrier, puis monté un protège-poussière neuf, je peux remonter le tout.
avec les vieux disques et plaquettes, puisque, bien sûr, j'ai pas choisi la bonne référence de disque. Le déport est incorrect dans mon cas. Ah, le groupe VAG et ses fantaisies dans les références. Même chose côté opposé, sauf que là, on a affaire à l'étrier vraiment récalcitrant. Et vous verrez pourquoi quand je serai parvenu à le retirer de là. Bien rouillé, comme prévu. Ça signe aussi l'arrêt de mort de cet étrier à long terme. On fera avec pour cette fois, mais j'en commanderai un neuf pour ne pas me retrouver avec de nouveaux grippages par la suite. Pour ce qui est de l'avant gauche, maintenant j'ai réussi à avoir un étrier neuf. Et la seule chose que j'ai pas réussi à changer pour le moment, c'est le flexible de frein qui est vissé à une canalisation dont l'écrou est trop arrondi pour être démonté. Il nous reste encore un circuit majeur à contrôler et à purger par la suite pour se risquer à un premier roulage. On parle de l'embrayage et de son émetteur qui ne m'inspirait pas du tout confiance vu les traces de liquide hydraulique à proximité. Et en effet, il est complètement rincé, et c'est franchement pénible à remplacer comme pièce vu la position de travail. L'accès à la purge située sur le récepteur n'est pas génial non plus. Elle va être bien la purge là. Là-bas. On peut remercier Fabien et son stock de pièces de 405 MXS pour la fourniture de cette magnifique pièce qu'on a pimpée pour venir remplacer les vis de blocage là que j'ai installées mais qui sont pas très étanches. Ouais, ça devrait aller mieux. Voilà, j'aime bien cette petite touche d'originalité. On va poursuivre dans notre tentative de purge. Ce que j'espère là, c'est que je vais pas être embêté avec un récepteur d'embrayage fuyard. J'en ai un neuf, mais je suis pas pressé de le changer. Après avoir rempli à fond le bocal, puis ouvert la vis de purge, on peut contempler le balai des bulles d'air chassées du circuit. Quand on ne voit plus que du liquide transiter par le tuyau, on est bon. Ou pas loin de l'être. Après avoir plus ou moins achevé cette étape de purge, bloquée par l'étrier arrière gauche qui en plus d'être grippé avait été salement bricolé, il restait encore des détails côté moteur à régler pour améliorer un peu les conditions de déroulement du premier test roulant. Déjà mettre en place une vanne de ralenti qui va permettre de faire descendre un peu le régime moteur. Ensuite, il fallait aussi tenter de débloquer cet alternateur. Sauf qu'en voulant le faire tourner, la seule chose à laquelle je suis parvenu, c'est de serrer l'écrou de la poulie. Que j'ai fini par déposer pour voir. Puis je suis retourné chez Guy chercher un alternateur lui aussi grippé, mais qui a bien voulu coopérer pour un déblocage en règle. Si vous n'avez jamais eu d'Audi de cette époque, vous ne savez pas à quel point leur rigidité est mise à balle par un levage au cric. D'où la difficulté à ouvrir les portes dans cette situation, sachant que la poignée ne fonctionne plus et qu'il va bien falloir faciliter entrée et sortie pour parfaire la purge d'embrayage. Vu que côté conducteur c'est franchement galère. Je vais donc retirer la poignée pour pouvoir actionner à la main la tringlerie d'ouverture.
Comme toutes les poignées de golf et compagnie de l'époque, c'est toujours la même pièce qui casse. Voilà qui clôture les travaux de cette journée-ci. Bon, aujourd'hui on attaque avec ce que j'espère être le bon réglage de caméra. Ça devrait moins bruiter et être un peu moins dégueulasse. Hier, là où j'ai perdu le plus de temps, c'est pour essayer finalement de préparer la voiture à la descente. Pour avoir la possibilité de survivre, il vaut mieux pouvoir freiner. Et c'était un peu le problème. Donc j'ai refait un étrier arrière avec succès, l'autre ça s'est un peu moins bien passé, et surtout je me suis rendu compte qu'une vis de purge avait été cassée précédemment, que son emplacement avait été repercé, retaraudé, et qu'ils avaient foutu une vis un peu bricolée à la place. Seulement c'était pas étanche, donc impossible de tenter le coup. Hier j'ai repris l'étrier en question, qui est là. Et j'ai retravaillé cet emplacement pour la vis de purge. Peut-être que ce que j'ai fait est étanche, probablement pas, mais on va essayer, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Allez. Puis je vais mettre des gants étanches cette fois parce que je me suis bousillé les mains hier avec le liquide de fond. Et contre toute attente, mon montage est à peu près étanche. Leur passé à meuler, tarauder, limer, poncer a servi à quelque chose. Même si ça reste bien sûr temporaire, vu que sans vraie vis de purge, le circuit de frein ne peut pas être totalement assaini. Il est donc l'heure de reposer la voiture sur ses 4 roues. Et il peut être intéressant aussi de remonter un volant. Et un siège conducteur. Ça peut servir. Une batterie rebranchée, plus tard on peut faire un premier essai qui nous permettra déjà de dégager un accès côté conducteur. Mais ça ne sonne pas comme un 5 cylindres. Et c'est normal, c'est un V6, celui du ML qui doit laisser un peu de place. Maintenant je vais pouvoir installer une poignée de porte côté conducteur et regarder par la même occasion si je trouve une raison évidente au non-fonctionnement des vitres électriques. Je vous rassure, après on essaiera d'aller faire un petit tour, que cet essai ne se limite pas à la manœuvre la plus pitoyable de l'histoire des créneaux. Déjà je peux retirer ce qui reste du faisceau d'alarme, à savoir un actuateur monté en parallèle de celui d'origine, fonctionnant à l'aide d'une pompe de dépression. Au multimètre, je ne trouve aucune tension sur les bornes de la platine de la vitre. Et un peu plus loin, il me semble que la raison soit plutôt évidente finalement. Allez, on va déjà installer la poignée neuve. Une dernière vérification du niveau d'huile et on y va.
arrière, mais dans tous les cas ça va toucher les ailes. Alors il n'y a pas d'assistance au freinage, mais en fait c'est normal, j'ai débranché, la pompe de DA n'a pas sa courroie, et sur cette voiture il n'y a pas d'assistance via une dépression moteur, c'est la pompe de DA qui fournit. Donc ça c'est normal. Après une vérification de l'étanchéité du circuit de freinage, on peut reprendre. C'est bizarre, je vois l'extérieur d'ici. Il me semble qu'elle est bien fermée. Ouais. Étrange. En tout cas, le turbo fournit de la pression, même si pour le moment ça ne décoiffe pas autant que ça devrait. Deux écrous de roue, c'est un peu juste. Tiens, on va lui trouver les roues arrière qui conviennent et ça ira beaucoup mieux. Oh, il est chaud là-dedans. Un peu pénible pour le stationnement, le frein à main ne fonctionne absolument pas. Le système de rattrapage ne doit probablement pas fonctionner à ce stade. Ça fume encore un peu à l'échappement, mais entre les résidus d'huile et l'essence de 2006, il reste pas mal de levier pour améliorer ça. Certes. Certains d'entre vous m'avaient demandé de faire un petit tour des défauts que j'avais remarqués sur la voiture. Et il y en a un certain nombre. Déjà la rouille. À certains endroits, on a dépassé la limite de la rouille perforante. Bon, c'est pas encore trop étendu. Les ailes, tout ce qui se voit, ça passe encore. Je pense que je pourrais les refaire. En revanche, si on regarde dans le détail, il y a des endroits, ça va demander un peu plus de travail. Mais ça se fait aussi. À part ces endroits-là, en fait, elle est plutôt saine. Au niveau châssis, j'ai rien marqué d'horrible. Si, il y a le pare-brise qui m'embête. Si on regarde, là, il y a pas mal de départs de rouille. Relativement avancé, finalement. Et là, c'est possible que sous le pare-brise, il y ait déjà des trous. Dans tous les cas, ça va demander la dépose du pare-brise, ce qui est pas très drôle. Silencieux Sebring qui fait un bruit magnifique, nous rappelant les meilleures heures du rallye en groupe B. D'ailleurs, c'était groupe A, je crois, les 200. Ils ont gagné un rallye. Le Safari, je crois. De ce côté-là, c'est moins pire. La rouille, pas sûr qu'il y ait besoin de soudure. Rien d'irrémédiable non plus ici. Niveau carrosserie, elle est pas si mal cette voiture. Elle présente mal, mais elle est pas si mal. Déjà, elle a reçu l'auto-wash des grosses pluies de ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc elle est moins catastrophique en termes d'état visuel que quand on l'a sortie de sa grange. À l'intérieur, bon là il y a certaines choses qui sont enlevées. Là
La vanne intérieure assez sympa, semi-cuir, avec un bon maintien sur les sièges avant, contrairement à ceux en velours qu'on trouve souvent sur les 200, notamment les 1B. Mais à certains endroits, ils ont relativement mal vieilli. Alors je pense quand même les garder, mais voilà, il faudra accepter que le cuir à certains endroits, il a trop travaillé, que ça, on pourrait pas y faire grand chose. Donc mes petits bricolages sur les soudures n'ont rien donné pour l'instant. Voilà, je m'attendais pas forcément à des miracles et il y a beaucoup de parties du faisceau qui sont bien endommagées. Donc j'ai refait ce que j'avais trouvé d'évident, c'est-à-dire les fils coupés, mais maintenant il va falloir contrôler les continuités et puis trouver d'où vient notre problème exactement. L'idéal ça aurait été de trouver un faisceau complet pour la porte gauche en bon état. On verra. Le volant est ignoble bien sûr. Si j'en trouve un en cuir en bon état, je prendrai. Pourquoi pas un 3 branches S2 ou ce genre de choses, je pense que ça se monte. Le ciel de toit est bien évidemment décollé, mais pour l'instant ça me dérange pas trop, tant que ça touche pas ma tête ça va. Voilà, donc ce petit tour a révélé que les roues ne vont pas du tout sur cette voiture, que les freins ne sont pas encore bien purgés, et que l'embrayage non plus. Alors, si je fais le compte du temps passé pour en arriver là, j'arrive à 1 journée pour le rabattriement, 2 pour leur démarrage et 3 pour ce premier roulage. Il y en aura encore bien d'autres pour que la voiture retrouve de sa superbe, déjà sur la route, puis en présentation dans un second temps. Comptez sur moi pour vous faire suivre la suite des aventures. Et si vous faites une overdose de 200, rassurez-vous, il y a aussi tellement d'autres projets qui devraient vous plaire dans les prochaines semaines. En tout cas, merci d'être aussi nombreux à vous être abonnés et à m'encourager. N'hésitez pas à parler de la chaîne aux amateurs de rouille et de poussière, et sur ce, je vous dis à la prochaine, avec celle-ci ou une autre. Ciao!